Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos bureaux Didier Andretta. Bienvenue Didier, merci d'être là. Tu es cofondateur de Day by Day, cofondateur de Osmosia, qui était anciennement My Retail Box, de Mademoiselle Vrac et de beaucoup d'autres choses dont on va parler, d'autres marques. Avant toute chose, comment ça va aujourd'hui ? Alors sur le plan du développement du projet, ça va de mieux en mieux. Ouais. Évidemment, on vient de passer 2 années difficiles dont on reparlera tout à l'heure, j'imagine, pour des tas de raisons très sociologiques. Mais les choses reprennent leur cours et on voit que nos propositions de changement de consommation reséduisent à nouveau des consommateurs qui retrouvent le temps d'y aller et d'en trouver tous leurs bénéfices pour eux, pour le bien commun et pour leur avenir. Génial. Et sur le plan personnel, il fait beau, on est content d'être là. Moi, j'ai beaucoup de chance, je vais toujours pareil. Ok. Je suis un interrupteur, j'ai 2 positions, où je vais bien, où je suis mort et je suis pas mort. Bah là, ça a l'air d'aller, ouais. Je confirme que t'es bien en vie. On s'est tous les deux croisés à plusieurs reprises lors d'événements, au salon du vrac et du réemploi, lors de la journée qu'on avait co-animée aussi avec l'Institut du commerce, etc. On n'a jamais eu vraiment le temps de s'installer, de discuter. Donc, je suis très heureuse qu'on puisse le faire avec ce podcast et avec le déjeuner qui suivra ce podcast. Ça fait plusieurs années que moi, je voulais t'interviewer. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'avec Brieux, du coup, mon associé qui co-anime ce podcast, sans se concerter, il m'a dit ouais, ben là il y a Didier qui est disponible pour qu'on enregistre le podcast. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à organiser ce rendez-vous. Donc bienvenue dans Radio Circulab. Avant de parler des projets et des évolutions et du vrac, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors moi, je suis un monsieur de la grande consommation, assez spécialisé dans le marketing et en particulier dans le marketing stratégique, c'est-à-dire comprendre comment fonctionnent les marchés et les consommateurs et essayer de tracer des lignes pour les faire évoluer, tout en n'ayant pas du tout de formation commerce et marketing à l'origine, parce que j'ai une formation scientifique. Moi, j'ai fait de la biologie cellulaire et ça m'a beaucoup aidé. Et depuis que j'ai quitté la fac, donc il y a très longtemps, il y a à peu près 35 ans, je n'ai fait que de la grande consommation, en démarrant évidemment chez un grand distributeur qui commence par un C, et puis et sur le terrain, un homme de terrain très longtemps, et puis j'ai quitté le distributeur pour passer dans une entreprise et prendre un rôle de promoteur commercial. Et là, j'ai eu la chance, chez ce fournisseur, qui était une boîte au départ du Nord, puis qui a rejoint une boîte lyonnaise, de faire en quelques années, en 6 ans, j'ai fait un assez bon parcours, depuis commercial de terrain jusque responsable d'une filiale. Et à la suite de ça, l'expérience m'a beaucoup plu. J'ai pu développer tout un tas de compétences nouvelles et de compréhension nouvelle, surtout de la consommation. Enfin, c'est ça le point clé, c'est comprendre la consommation pour la faire évoluer. Les ressorts, les mécanismes, les circuits, c'est très complexe. C'est pas compliqué, mais c'est très complexe. Et donc après, j'ai monté une première boîte de conseil. J'avais appris pas mal de trucs issus de ce que je voyais des grandes entreprises de l'agroalimentaire, notamment quand j'étais chez le distributeur. Et j'ai voulu mettre ces mécanismes-là, ces savoir-faire-là à disposition de pas mal de TPE ou de PME, justement pour les aider à passer certains caps et à s'organiser dans leur distribution. Et puis j'ai eu une première boîte de conseil, j'en ai une deuxième, toujours pour les mêmes objectifs de création de valeur sur des boîtes petites et moyennes, même si j'ai eu la chance souvent de travailler en plus avec des grands groupes. Toujours dans le conseil était de la boîte de 2 personnes au groupe multinational, ça me semblait important de faire l'ensemble. Et puis en 2013 avec David Sutra, mon associé, David, je travaille avec lui, ça a été un de mes premiers clients en conseil, je l'ai coaché pendant 8 ans. D'accord. Donc, Tu l'as tellement convaincu qu'il s'est dit, allez, on fait ouais, puis on a fait des trucs ensemble, on a eu une boîte de com, on a eu pas mal de trucs, et donc on a bossé ensemble pendant directement et indirectement depuis presque 30 ans. En 2013, on a décidé de faire un truc utile. Ok. Et c'est comme ça qu'on a créé My Retail Box, disant maintenant on a quasiment 45 ans. Est-ce qu'on ferait pas un truc utile au monde pour de vrai, transformatif? Parce que tu penses qu'avant ça, c'était pas utile au monde ? Je pense qu'avant ça, c'était utile à nos carrières, probablement encadré par nos valeurs personnelles, c'est-à-dire pas trop dérivant, Ouais. Mais pas transformatif. Ouais. Et je pense que nous vivons une époque
dans laquelle il faut ces schémas-là qui entretiennent une forme de quotidien et qui permettent de stabiliser pas mal de trucs, mais il faut aussi faire des propositions transformatives. Et quand on a la chance, à un moment de son parcours, d'être en possibilité, d'être en situation de le faire, je crois qu'il faut le faire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on était en situation de le faire. Okay. Et puis tu peux dire là, après 11 ans maintenant, que effectivement c'est utile au monde, tout ce que vous faites. Je crois qu'on fait quelque chose qui est pas inutile, je crois qu'on fait quelque chose qui démontre, et je crois qu'on le fait d'une manière qui aujourd'hui est admise par l'ensemble de l'écosystème comme étant potentiellement un exemple à incrémenter, améliorer, s'approprier, démultiplier et créant des effets positifs en diminuant les impacts de la consommation de masse, parce que c'est bien ça le sujet qui nous anime, tout en n'empiétant pas sur le bien-être quotidien ressenti, le confort de vie quotidien des personnes. On va justement maintenant parler de ça, cette chose utile. Vous là, donc tu l'évoques, c'est faire en sorte de réduire les impacts de la consommation de masse, et à travers notamment le développement du vrac, de la vente au vrac et de la consommation en vrac, la rendre accessible au plus grand nombre. Pour ça, tu as cofondé plusieurs entreprises et plusieurs marques. Et ce qui est assez intéressant, on y reviendra, c'est que du coup, ces entreprises et ces marques interviennent aux principales étapes de la chaîne de valeur du commerce. Donc My Retail Box qui est devenu Osmosia sur la partie plutôt grossiste, conditionnement, etc. Ensuite Day by Day qui est une marque qui est peut-être plus connue des personnes qui nous écoutent, qui sont ces épiceries vrac qu'on a dans dans plusieurs villes de France. Et vous avez aussi sur l'expérience acquise, créer la Bulk Academy et la Bulk Factory pour accompagner du coup d'autres personnes dans cette transformation. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces différents projets avant qu'on en revienne sur pourquoi le vrac et les prémices de tout ça? Oui, lorsqu'on a créé cette entreprise, l'objectif d'origine, c'était bien l'enseigne. On reviendra sur l'historique des choses qui est plus ancienne que 2013. D'accord. Le projet date de 2003, donc c'est bien plus ancien que ça, ouais, et il carrément. a été mis en sommeil pendant une dizaine d'années. Mais lorsqu'on a créé les choses et qu'on s'est posé avec David pour dire, OK, si on veut vraiment que ça ait de la portée, au-delà de dire, tiens, si on crée une start-up qu'on puisse revendre dans 5 ans et s'acheter une Ferrari, bah, tu vois mon gabarit, je rentre pas dans le siège, donc ça pouvait pas être le projet, par définition. Tu n'es pas venu en Ferrari. Ça risque pas. Je conduis suffisamment mal pour même pas me pencher sur le sujet. Mais on a réfléchi à comment ça pouvait se développer, comment devenir un écosystème reproductible, je le disais, par d'autres. Et ça, c'est pour nous un élément extrêmement important. On y reviendra, que ça puisse être regardé, analysé, en partie copié, amélioré, adapté par d'autres pour devenir généralisable. Et il nous est tout de suite apparu qu'il fallait créer toute la chaîne de valeur et il fallait peu à peu organiser toute la chaîne de valeur et tous les outils nécessaires, puisque rien n'existait pour ce type d'activité. Oui. Rien n'existait. Et donc, il fallait une entreprise pour porter ça qui ne serait pas l'enseigne. Donc, on a créé My Retail Box, qui depuis est devenu Osmosia, et on n'a pas eu vocation à donner de la notoriété ni à My Retail Box ni aujourd'hui à Osmosia. En revanche, l'enseigne, elle était porteuse. C'est l'enseigne Day by Day qui a été créée à cette époque-là et qui a tout de suite été définie comme portant dans son nom la réalité du projet de consommation qu'il y avait derrière, et il faudra y revenir. Même si ça peut paraître un peu opaque. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as commencé par ce qui serait pas le plus visible, mais ce qui serait nécessaire pour que l'enseigne fonctionne. Absolument. Là où on pourrait avoir l'habitude de commencer par l'enseigne et se dire après, non, parce que quand on a créé l'enseigne, on savait ce qu'on voulait en faire et on savait comment fallait le faire. Évidemment, on a fait des aménagements et des adaptations depuis, mais on a assez bien suivi la ligne qu'on a écrite à l'époque. On a mis un peu plus d'1 an à l'écrire et on a assez bien suivi la ligne. Ça, c'est vraiment le point clé. Donc, il fallait un véhicule qui permette derrière d'organiser les différentes composantes de la chaîne de valeur pour que ça existe. Donc, il y a quelques années, on a commencé le développement comme ça, on a créé pas mal de trucs, et puis il y a quelques années, on s'est dit maintenant le réseau se développe bien, il va falloir prendre en main et pousser encore
aider à porter des projets pour que le réseau se développe de plus en plus. Et pour ça, pour que ça soit assez facilement pilotable et analysable, quand même important de pas faire n'importe quoi dans le brouillard, il fallait qu'on ait un véhicule juridique dédié à cette partie-là, aider à créer des projets de magasins et aider à développer du réseau de magasins. Et c'est comme ça qu'on a fait une filiale à 100% qui s'appelle Bulk Factory. Et c'est vraiment son rôle de faire ça. Et puis, très très tôt, on a mis dans notre équation dès 2014 et dès les premiers franchisés, on a mis dans notre équation la nécessité de fabriquer du savoir-faire, de partager du savoir-faire, mais de le fabriquer, et on y reviendra quand on parlera de l'association probablement Réseau Vrac et Réemploi, de le fabriquer pour qu'il soit transmissible au-delà même de notre écosystème. Et c'est comme ça que, dans 2018, de mémoire, on a tout relié sous la marque, et non pas l'entreprise cette fois, la marque Bulk Academy qui permet de bien identifier. Bulk Academy aujourd'hui est institut de formation reconnu, certifié Calliope et organise des formations qui vont au-delà de nos adhérents sous les différentes enseignes. Et donc en fait, pour bien comprendre quand tu évoques ce réseau, oui. Day by Day, c'est de la franchise? Alors Day by Day, c'est essentiellement un réseau de franchise. Okay. Pour une raison assez simple, c'est que nous n'avions pas de fric. Ouais. On a démarré avec des moyens très 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 modestes. Deux, pas de velléité de manager des milliards de gens. On ne tire pas notre gloire du fait de dire j'ai 8253 salariés, on s'en fout complètement, c'est pas le sujet. Et trois, on voulait pas devenir non plus des agents immobiliers. Ouais. Donc quand tu veux pas faire tout ça, t'as pas forcément de raison majeure de développer ton réseau en propre. T'as plutôt intérêt à emmener avec toi tout un tas de gens qui ont l'intuition que ce que tu fais est juste et qu'ils voudraient le faire aussi, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est de se l'accaparer et de l'adapter seul. Tout à fait, ouais. Et là, la franchise, dans ce cas-là, est un des statuts juridiques permettant de le faire. Il y en a d'autres, dans la distribution ou dans d'autres métiers, on en connaît plusieurs. C'était le plus simple, le plus direct, le plus transparent à mettre en œuvre à ce moment-là. Ok. Et tous ces franchisés, donc Day by Day, ont pour grossiste Osmosia? Oui. Alors ça, c'est un élément important parce que lorsqu'on démarre en 2013, le vrac, d'abord dans nos pays, a été globalement abandonné pour les produits de grande consommation. Il reste, et c'est important à comprendre parce que ça a été un très bon point d'appui et ça l'est à nouveau, beaucoup d'habitudes d'achat en vrac sur le territoire français. Les Français achètent en vrac, mais ils achètent des fruits et légumes et des produits frais. Mais c'est du vrac. Et ça, c'est important parce que ça va nous servir de point d'appui pour faire comprendre très vite quel peut être le bénéfice du consommateur pour les produits de grande consommation. En gros, les produits de grande consommation, c'est tout ce qu'on range dans un placard, alimentaire ou non alimentaire, jusqu'à la lessive. Donc ça, ce vrac-là, il avait globalement disparu, à part quelques épiceries fines qui faisaient 3 cacahuètes et 2 poivres. Il avait globalement disparu du territoire, je dirais, au fil de l'évolution des modes de vie post-Seconde Guerre mondiale. Okay. On pourrait faire 3 podcasts sur l'histoire du commerce parce qu'on est toujours dans les mêmes cycles. Je disais hier que moi, j'aime beaucoup l'histoire du commerce contemporain parce que si tu remontes sur 300 ans, on peut écrire la suite en fait. Ouais. On peut très très aisément, on ne sait pas si on peut l'écrire à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans avec exactement les bonnes temporalités, mais on peut écrire la suite parce que même aujourd'hui, tous les systèmes modernes que l'on vit dans le commerce et les évolutions, y compris la livraison à domicile, y compris la vente à distance, tous ces systèmes-là ont été inventés entre 1850 et 1900. Oula, tous. Ouais. Et donc, y compris le packaging. Ouais. Voilà. Y compris le jetable. Tout cela a été inventé entre 1850 et 1900. Donc, au moment où nous, on crée cet écosystème... Tout ça avait disparu. Ça avait totalement disparu. Et donc, il faut redémarrer prudemment avec des petites unités et des petits coûts d'exploitation. Une boutique, finalement, c'est bien acheter, bien vendre, pas dépenser au milieu. Et si tu veux pouvoir avoir des petits coûts d'exploitation, les 3 points qui vont devoir être validés, c'est un coût immobilier pas trop élevé. Il faut pas que tu aies un taux d'effort immobilier trop élevé, tout en étant placé auprès des flux des gens parce qu'on ne détourne pas les flux des clients, sauf à faire comme Lidl et Leclerc à dépenser 500 millions d'euros par an, sinon on ne détourne pas les flux des clients. Quand on voit pour Lidl par exemple le prix de son moins 1% de part de marché, c'est juste délirant, il y a pas de modèle, on se rend bien compte que ça n'existe pas sans ça.
Donc le premier point, c'est le taux d'effort immobilier. Le deuxième point, c'est le coût d'acheminement des marchandises. Ouais. Depuis la nuit des temps, le commerce de marchandises tient sur le déplacement de la marchandise vers le conso, du conso vers la marchandise. On voit que tous les modèles tiennent là-dedans. Donc le coût de déplacement est très très important. Et troisièmement, le temps humain consacré à autre chose que faire de la vente, que recevoir les clients dans les meilleures conditions possibles, donc bien aménager son point de vente, bien le tenir propre, bien garantir la salubrité des marchandises et bien s'occuper des gens. Et ça, tu dois le réduire au maximum. Ouais. Et donc, pour le réduire au maximum, tout en ayant une offre suffisamment large et profonde pour que le client justifie son propre déplacement, mais tu n'as pas d'autre choix sur des petites surfaces que de mutualiser le stock et le déplacement de la marchandise, et donc d'avoir quelque part un grossiste. Ouais. Et comme il n'y avait rien pour le vrac, nous on a décidé qu'il fallait mettre en place ce système-là, mais on a commencé sur les 3 premiers magasins avec une centrale d'achat et un stock de 9 mètres carrés pour 3 magasins. Ah ouais. Parce qu'on mettait les moyens au fur et à mesure. C'était hyper optimisé. Mais on met les moyens au fur et à mesure, mais toujours dès le départ avec cette logique. Oui, et puis j'imagine que vous êtes parti aussi sur les produits, enfin, tu vois, que vous deviez avoir une profonde, enfin, une gamme qui était on a commencé avec 70 références, il n'y avait rien sur le marché et on en est à 1000. Ouais. C'est déjà pas mal, 70, mais bon, ça te remplit pas forcément. Ouais, mais tu sais, je parlais d'une enseigne de hard discount, un hard discounter aujourd'hui, enfin, on n'appelle plus comme ça, mais ouais. On va quand même les qualifier encore de hard discounter, ça va nous simplifier la vie. Un hard discounter aujourd'hui, il a 2500 références non alimentaires compris. Hein. Donc ça va, le panier quotidien nécessaire pour se sentir bien dans sa consommation quotidienne, et bien sûr de temps en temps il faut s'évader de ça, mais il n'a pas besoin d'être, comme c'est le cas dans un hypermarché, de 47 000 références uniquement de produits de grande consommation. C'est pas utile. Oui, ça on y reviendra peut-être après, c'est aussi, enfin si on a le temps, mais ça questionne, en tout cas la question du vrac, et sans partir tout de suite dans une digression, questionne la place du packaging et dont la place de la marque dans la consommation, parce que le packaging a cette fonction-là aussi de communiquer et de transmettre. Plein de fonctions de packaging. Donc, ouais. Donc j'imagine que oui, que tu réduis aussi forcément ton nombre de références dans la mesure où tu vas pas avoir autant de marques, dans la mesure où, enfin... Oui, on a forcément une longueur d'offre qui est plus petite. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une largeur d'offre la plus importante possible pour couvrir toutes les grandes catégories de besoins. Donc quand tu fais longueur, c'est pour une référence de pâte, j'en ai pas... La longueur d'offre, c'est la largeur par la profondeur. D'accord. La largeur d'offre, c'est le nombre de besoins de grands besoins que tu couvres. Ouais. En gros, pour faire simple. L'hygiène. Alors, dans l'hygiène, tu vas avoir à nouveau une largeur intéressante qui va être de dire pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. Voilà. Dans des grandes catégories. Mais la profondeur, c'est combien de propositions tu fais pour chaque besoin. Ouais. Okay. Donc la longueur, c'est la multiplication des deux. Et donc on a des longueurs d'offres qui n'ont pas besoin d'être délirantes. On a besoin d'avoir des grandes largeurs d'offres parce que tu déplaces un consommateur vers ton magasin. Donc par définition, lui, il va faire intuitivement une analyse du rendement du temps qu'il a consacré à venir chez toi. Et donc, s'il a une offre qui est pas suffisamment large, il ne reviendra pas parce que le temps ne sera pas rentable. Et ça s'entend très très bien. Bah, et puis, ça fait partie d'un des 3 critères que tu mentionnais aussi tout à l'heure. Exactement. Et donc, la profondeur, en revanche, elle, est assez courte pour chacun des segments de largeur. Et elle est courte à la fois pour des raisons techniques et à la fois parce que un meilleur ciblage des produits, finalement, suffit à satisfaire la majorité des consommateurs dans leur consommation quotidienne, qui est encore une fois notre vocation. J'aime bien cette question de « ça suffit » pour répondre aux besoins, c'est important. Je te disais tout à l'heure, j'ai plutôt fait des études scientifiques que des études marketing, même si ça s'entend pas, mais m'amuse beaucoup. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est pas que j'entends pas le scientifique, c'est que j'entends le marketing. Et en sciences, et notamment en mathématiques, on a un truc qui revient tout le temps, c'est conditions nécessaires et suffisantes. Moi, je martèle ça en permanence aux équipes, nécessaire et suffisant. Faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif, s'arrêter à ce qui est suffisant pour atteindre l'objectif. Alors, nous, on parle de que suffit-il et à quoi ça sert, et c'est un peu une reformulation. J'aime beaucoup. On va revenir à ces points peut-être plus opérationnels et ce que tu as commencé à évoquer sur les leviers de succès, qui était une de mes dernières questions, mais bon, tu as déjà à peu près répondu. Peut-être avant ça m'intéresserait de t'entendre sur pourquoi le modèle du vrac. Donc, tu évoquais au tout début faire quelque chose d'utile. Pourquoi le modèle du vrac, et puis voilà.
est-ce que le vrac à tout prix, là t'évoquais les fruits et légumes, est-ce que le vrac dans les sacs plastiques biodégradables entre grands guillemets, c'est vraiment ça qu'on veut. Donc voilà, pourquoi le mode du vrac et puis qu'est-ce que toi tu mets derrière la vente au vrac en fait? Ouais. Alors, on va prendre plusieurs points. D'abord la motivation. La motivation à proposer du vrac, elle est née d'un sujet qui profondément m'affecte, qui est le gaspillage, à tous les niveaux. Alors, évidemment, le gaspillage alimentaire, on va revenir dessus, parce que dans la consommation quotidienne, c'est le point central, mais tous les gaspillages sont un problème. Comme je te le disais, je grenouille dans la grande consommation depuis 1988, donc ça fait quand même 2-3 ans. Et j'ai été plongé au cœur de la grande consommation. Nous en sommes tous des acteurs, hein. Il ne faut pas penser que ni aux enseignes ni aux industriels, nous sommes des acteurs de la grande consommation et nous avons toute notre responsabilité. Sauf que quand on est plongé dans ce corps-là, on voit les effets de masse. Autant on ne peut pas forcément se rendre compte de l'effet de l'action individuelle, autant quand on se retrouve un samedi en 1989 dans un hypermarché avec pendant une demi-heure le poulet à 10 € et qu'on voit sortir des caddies de poulet et des gens qui se battent pour en avoir un de plus, on comprend les effets de masse. Et on en mesure derrière la portée et les impacts. Il se trouve que moi je viens d'un milieu très populaire, très populaire, à la fois urbain et rural, comme plein de gens de ma génération, et que le gaspillage est un problème. C'est un énorme problème. C'est un problème évidemment d'argent pour l'individu, parce que plus tu gaspilles, moins tu disposes de moyens, mais c'est un problème parce que ça a des impacts colossaux sur notre environnement, notre organisation sociale, évidemment la pollution. En quelques mots rapides pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière et à quel point nous devrions tous être centrés sur ce sujet en permanence. Le gaspillage, on va prendre que l'alimentaire, c'est entre 30 et 40% de la production mondiale qui ne verra jamais ni un estomac humain ni un estomac animal. 30 à 40% de la production mondiale. Pour être caricatural, ça veut dire aussi c'est 30 à 40% des terres cultivées pour rien. Et c'est donc 30 à 40% de déforestation pour rien. Donc on voit derrière ça les effets immédiats. Derrière le gaspillage alimentaire, quand on revient maintenant sur l'évolution de l'alimentation en France depuis 50 ans, la part de budget des foyers consacrée à l'alimentation a été divisée par 2,5 en 50 ans. Dans le même temps, nous avons augmenté notre gaspillage de manière considérable, pratiquement le taux a été augmenté par 2, et dans le même temps, nous avons consommé des aliments donnant de plus en plus de valeur ajoutée, puisque de plus en plus transformés et prêts à consommer. Autrement dit, si tu fais un calcul rapide, tu te rends compte que nous avons payé moins cher du beaucoup plus cher. Alors ça, il y a 3 moyens pour y arriver, il n'y en a pas 50. Le premier moyen, il a déjà été expérimenté, c'est d'intensifier les productions, et notamment les productions de matières premières. Et là, on a vu les effets. Moi, je suis pas particulièrement un consommateur de 100% bio, mais je suis pas non plus dans le délire total du tout pesticide au sens large, au point où on en était arrivé dans les années 80. Évidemment, depuis, dans notre pays, et c'est pas vrai partout, mais dans nos pays, il y a des inversions majeures qui se sont faites pour rééquilibrer les volumétries. Elles sont parfois encore trop importantes, mais souvent elles se sont rééquilibrées. Mais ça a été l'intensivité en tirant sur les terres. Verdict, on a cramé un certain nombre de terres, on a pollué parfois pour des décennies, même quand on arrête de balancer des trucs dedans, et on commence à mesurer parfois l'impact sur la santé d'un certain nombre d'individus, en commençant par les agriculteurs qui ont été concernés dans ces années-là. Le deuxième moyen, donc là, on voit bien la problématique. Intensification. Le deuxième niveau qu'il faut avoir en tête, c'est que quand tu peux plus aller plus loin ou beaucoup plus loin dans l'intensification de la production des matières premières, tu vas essayer de trouver comment réduire le coût de transformation. Et donc on industrialise à mort, et industrialiser à mort dans un temps 1, on l'a fait ici, et on fabrique forcément, et tant mieux parfois parce que ça réduit le labeur d'un certain nombre d'individus, mais évidemment, si on n'a pas des contre-propositions en face pour faire travailler les gens, on fabrique du chômage. Voilà, et on fabrique du chômage, et on fabrique de l'exode rural, et on fabrique tout ce qu'on a connu entre 1975 et 1990. Parce que rapide, parce que trop vite. Et encore une fois, on a réduit un certain nombre de labeurs. Moi, j'ai vu mon grand-père se tuer à la tâche dans les champs, je sais ce que c'est. Mon père a pas voulu le faire, lui. Et puis, quand on fait plus ça, il y a un moment donné où tu tires encore sur les prix
de plus en plus parce que tu veux acheter plus pour manger moins. Ouais. Si c'est acheter plus pour manger plus, problème sanitaire, mais si tu veux acheter plus pour manger moins, c'est le phénomène que j'ai décrit tout à l'heure. Mon poids de l'alimentation diminue en valeur, ma transformation augmente, je veux m'emmerder moins. Donc je mets de la valeur dedans, je mets de la quantité en plus et je veux payer moins. Il y a un moment donné où tu arrives à la limite de tous ces systèmes et tu es obligé, et pour la production des matières premières et parfois pour la transformation, de délocaliser et de refabriquer une forme assez perverse d'esclavage. C'est tragique quand même. Et on a fabriqué de l'esclavage. Et ce schéma du gaspillage alimentaire fabrique de l'esclavage. Parce que plus on veut acheter des quantités trop importantes pour notre besoin en les payant de moins en moins cher et en les transformant nous-mêmes de moins en moins, plus il faut que quelqu'un au bout paye. Donc, sanitaire, environnemental et social. Ouais. Dramatique. Oui, et puis là, ce que tu évoques, avant donc d'en venir au modèle du vrac, c'est que là, les trois expérimentations, comme tu dis, qu'on a mis en place, c'est-à-dire les trois solutions qu'on a tendance à aller chercher, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ça va être de l'incrémental. On va reprendre le modèle comme il est, mais là-dedans, on va changer des petites composantes. Petits morceaux à chaque fois. Et on voit bien les limites. Et on en voit le résultat aujourd'hui. Ouais. J'ai été très très choqué quand au moment du premier confinement, on a appris par différents reportages que les productions de tomates bio du sud de l'Espagne renvoyaient les Africains chez eux, mais on a appris dans quelles conditions ils travaillaient dans le sud de l'Espagne. Et on n'était pas loin de l'esclavage traditionnel quand même, vraiment pas très très loin. Et donc, pourquoi le vrac derrière? Parce que quand tu veux réduire le gaspillage, moi j'ai un credo assez simple, un petit mantra qui peut faire bondir n'importe quel commerçant. Pour pas acheter, faut pas acheter. Ouais. C'est la base. Alors, en français, ça marche bien, dans d'autres langues un peu moins. En français, ça marche bien. Pour pas acheter, faut pas acheter. Et dans l'alimentation, et c'est pour ça que ça s'appelle Day by Day, le meilleur moyen de ne pas acheter, c'est de faire ses courses régulièrement et uniquement dans la quantité dont tu vas avoir besoin maintenant. Ok. Je souris parce que c'est mon mode d'achat, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire à Paris. Mais... Ouais, c'est le seul moyen. Ouais. Et inévitablement, et aujourd'hui on pourrait faire des projections sur ce que va devenir le commerce, en tout cas dans les milieux urbains, c'est ce mode de consommation qui va se généraliser. La réduction de la mobilité, l'appauvrissement relatif des populations, pour des tas de raisons, et qui est enclenché, il faut pas se leurrer, va entraîner un retour à ce mode de consommation qui, à quelque chose près, est celui des années 50. Ouais. On faut essayer de penser ça comme le milieu des années 50. Et donc là, la solution pour acheter la bonne quantité au bon moment, c'est le vrac en fait. Il n'y a pas 50 000 possibilités. C'est d'avoir une proposition au vrac. Donc ça a été le point central. Et puis quand on s'est mis à étudier, alors moi par la grande consommation, j'avais travaillé pour du non alimentaire essentiellement beaucoup sur la réduction des emballages. D'accord. Beaucoup, à la fin des années 90 notamment, puis à partir de la fin des années 90, mais principalement sous l'angle économique. Puisque la réduction de l'emballage permettait de réduire le coût matière introduit dans l'environnement du produit et permettait aussi de réduire le poids transporté, donc le coût du transport. Ouais. Donc ça donnait de la compétitivité. Finalement, c'est Prévert, qu'est-ce que ça peut faire que je sois de mauvaise foi si c'est pour une bonne cause? Tout à fait. Donc c'est pas très grave. Mais ça avait été les premiers sujets. Mais j'avais pas forcément une grande conscience des impacts environnementaux associés aux déchets d'emballage non maîtrisés. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il faut le penser. Si on jette la pierre à l'emballage, on n'a rien compris. Si on jette la pierre aux déchets d'emballage non maîtrisés, alors là, on se rend compte de la chose. Qu'est-ce que tu mets dans un déchet d'emballage non maîtrisé? Celui qui ne sera jamais recyclé ou... Le déchet, c'est bien la fin de vie, parce qu'avant le recyclage, il y a le réemploi. Mais celui qui ne sera jamais recyclé dans une fonction elle-même recyclable après. D'accord. Pour moi, du recyclage de bouteilles pour faire des bancs, c'est du déchet, parce qu'on va pas habiller la planète de bancs. Oui, et puis on va pas, on continue en amont à avoir autant de... C'est ça, donc à un moment donné, c'est pas une solution. C'est évidemment un échappatoire temporaire, mais c'est pas une solution. Okay. Donc c'est ça, c'est finalement le déchet ultime. Et on a pris conscience en étudiant ce sujet du gaspillage, derrière du problème du déchet d'emballage, de la masse d'emballage et du déchet d'emballage. Et du coup, ça nous a fait adresser les deux sujets. Et très très tôt, en disant, à partir du moment où on va faire des propositions vrac, nous devons d'avoir évidemment du sachet, parce que des tas de gens arrivent les mains dans les poches, mais on doit développer, le sachet le moins polluant possible,
avec le moins de déchets résiduels possible. 2, donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a fait que du sachet craft non traité, non imprimé. Ok. Et sans la petite poche transparente. Surtout pas. Où beaucoup diront, mais il faut ça pour que le consommateur achète. Et surtout pas, surtout pas. Dès le départ, on a pris le parti de faire ça. Ouais. Il faut ça, et il faut des solutions en magasin, et on en reparlera, alternatives pour que le client qui vient les mains dans les poches puisse acheter ses produits sans le mettre dans des sachets, dans des emballages réemployés et réemployables, et sans que ça lui coûte un centime de plus. Ok. Donc ça, on a très tôt, dès 2014, développé des alternatives pour ça. Donc en réemploi. L'enchaînement du vrac, il est là. Donc ok. Et donc ça, on va y revenir. C'est ça, tu m'as mis l'eau à la bouche. Ok. Donc voilà pourquoi le vrac. Alors, je me suis perdue dans mes questions. J'étais tellement embarquée dans l'histoire et dans l'aventure. Maintenant, peut-être toujours en écho avec ce sujet du vrac. Moi, il y a une question que je voulais te poser, qui est, j'ai fait un petit tour juste avant notre entretien sur le site de Day by Day. T'as commencé un petit peu à en parler. C'est cette question du coût économique et des économies que l'on peut faire en achetant vrac. Il y a une phrase sur votre page d'accueil qui dit « Prenez le vrai pouvoir d'achat ». Et en fait, ça m'a fait sourire, notamment en ces temps troublés politiquement, où on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle d'un côté de pouvoir d'achat, on va parler aussi beaucoup d'écologie, d'environnement, mais on fait rarement le lien entre les deux. Donc ça m'intéresserait de savoir, est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase ? Oui, je voudrais revenir d'abord, si tu veux bien, sur deux clés de lecture de la grande consommation qui sont pas inintéressantes. Il y a très très longtemps, il y a un passionné de la consommation, qui est un journaliste que tu connais peut-être, qui s'appelle Olivier Dauvert, qu'on commence à voir un peu dans le grand public maintenant, on a le même âge. Olivier avait théorisé un truc qui était de dire la frustration chez les consommateurs, la frustration apparaît quand la différence entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat augmente. Ok. D'accord ? C'est-à-dire qu'au fil des dernières décennies, les propositions d'accès aux choses ont été démultipliées indéfiniment. Grosso modo, à partir du milieu des années 90, quand la société de consommation en France est morte, ça paraît une surprise, hein, mais c'est pour ceux qui n'ont pas eu la VDC, la société de consommation est morte en 93 en France. Mais à partir de ce moment-là, on est passé aux sociétés de saturation, et donc les offres ont été démultipliées à l'infini, y compris via des nouvelles technologies, des nouveaux pseudo-besoins mis en œuvre. Sauf que, malgré l'augmentation théorique de ce que l'INSEE qualifie de pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'argent disponible pour faire, cette courbe de la proposition augmentait plus vite que la courbe du pouvoir d'achat. Et donc le différentiel se crée de plus en plus, fabriquant une frustration de plus en plus importante. Et pourquoi c'est un problème psychologique d'abord, et pas un problème économique d'abord? Parce qu'en fait, c'est la définition du pouvoir d'achat qui a été peu à peu, et donc du pouvoir dans l'absolu, qui a été peu à peu vicié. On ne devrait même pas parler de pouvoir d'achat quand on parle que d'argent. Ouais. Ça devrait même pas être le terme. Il y avait une pub d'une banque il y a très très longtemps, c'est le deuxième élément de préambule, qui disait « Le pouvoir d'achat, c'est acheter ce que je veux avec ce que j'ai ». Mais pas du tout. Parce que d'abord, il faudrait définir ce que c'est le pouvoir. Est-ce que c'est ce que je veux ? Est-ce que ce que je veux, c'est quantitatif ou est-ce que c'est plus vaste que le quantitatif ? Est-ce que mon pouvoir, c'est de remplir un placard avec des trucs que j'utiliserai jamais? Et je renvoie un certain nombre de nos auditeurs à toutes ces émissions qu'on voit fleurir depuis 10 ans où on envoie des gens conseiller des particuliers pour vider leur placard à vêtements parce qu'ils ne s'en sortent plus. Marche sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça le pouvoir? Ou est-ce que le pouvoir, c'est la capacité que je peux avoir lorsque j'ai la connaissance des éléments qui vont me permettre de définir moi-même ce qui est bon pour moi au moment où j'exerce mon pouvoir. Ouais. Et évidemment, parce que c'est le corollaire du pouvoir, et c'est pas moi, ça date des philosophes de l'Antiquité, le pouvoir, c'est d'assumer les conséquences. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Alors ça, c'est Spider-Man, mais en l'occurrence, c'est la réalité, et c'est les philosophes de l'Antiquité qui nous l'ont montré. Donc, on doit, à partir du moment où on exerce son pouvoir de consommateur, pouvoir acheter en parfaite connaissance de cause, de ce qui constitue le produit que tu achètes, d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans quelles conditions il a été produit. C'est la base. Et là, j'ai pas de jugement de valeur sur il doit être bio, il doit pas être bio, il doit être français, il doit pas être français. Après, j'ai des positions personnelles, mais j'ai pas de jugement de valeur.
il doit être sucré, il doit être salé. C'est pas mon job. Mon job, c'est de faire en sorte que la personne qui l'achète sache tout ça. Et après prenne sa décision d'adulte, responsable, ayant un pouvoir. Le deuxième élément qui est vachement important, c'est de savoir quelles vont être les conséquences qu'il peut y avoir de ton achat. Et les conséquences, elles sont sociales, elles sont sanitaires et elles sont environnementales. Et donc, on doit, au moment de l'achat, informer l'ensemble de nos clients, pour chacun des produits, de ce que sont la réalité de leurs produits et des conséquences de ce qu'ils peuvent en faire et des conséquences que ça va avoir. Tant qu'on leur met pas tout ça dans la balance et tant qu'on leur permet pas de s'éduquer à tout ça, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont du vouloir d'achat, ils ont de la capacité de dépense, ce qui n'est pas la même chose, mais ils n'ont pas de pouvoir. Et donc nous, on a souhaité, il y a maintenant presque 2 ans, remettre ça au carré en disant ça fait des années qu'on construit tous ces éléments de connaissance et qu'on les transmet à nos clients. Maintenant, on va les mettre de manière explicative sous un slogan. On a été publicitaire, donc on en profite. C'est tes études de marketing. Le vrai pouvoir d'achat. Voilà, prenez le vrai pouvoir d'achat et on le défendra jusqu'au bout parce que nous sommes convaincus, et on le voit aussi dans les demandes de transparence qui sont de plus en plus fortes dans un certain nombre de sujets, de plus en plus de clients au sens large, acheteurs, consommateurs, utilisateurs, souhaitent comprendre ce qu'ils font, comprendre d'où ça vient. Alors, il y a des gimmicks de temps en temps, la provenance est un gimmick, ça, selon les produits, il est plus ou moins exercé. La composition, il y a des tas de choses qui sont apparues. Le bien-être animal est un élément de compréhension. Donc ça, c'est des impacts. Mais tout ça est une demande de compréhension de plus en plus forte de gens qui sentent bien qu'on est arrivé au bout pour de plus en plus d'individus du mauvais jeu qui est de leur faire croire qu'ils ont le pouvoir alors qu'ils n'ont que de la capacité. Ouais, tout à fait. Or, cette capacité, elle n'est pas suffisante par rapport à l'ensemble de la proposition exposée. Donc, ça crée de la frustration. Ouais, et puis je pense que ça va aussi à l'encontre. Ça démontre que le vrac n'est pas qu'une consommation pour les personnes qui ont plus de revenus ou qui ont beaucoup de revenus. Ou... Bien au contraire. Moi, quand je vais quand j'étais sur le site ce matin, où vous affichez des prix, je me dis, ah ouais. Ah oui, nous on fait l'effort. Alors ça, c'est un petit peu technique. Donc si on a un auditoire un peu professionnel, ils vont comprendre. On fait l'effort de positionner nos tarifs moins chers que l'équivalent en emballé de même qualité. Qualité avec un S, provenance, mode de production, niveau de plaisir, etc. Donc moins cher que dans la moyenne des relevés en hypermarché. Ok. Ah oui, alors que l'hypermarché, c'est déjà alors que l'hypermarché est déjà moins cher que le centre-ville et nos boutiques sont des centres-villes. Et on fait ce jeu-là parce que nous pensons que c'est ça le prix référent pour la masse de la population. Or, nous devons tous les autres, tous ensemble, nous devons devenir une solution de masse. Problème de masse, solution de masse. Et donc, en écho à ce que, là, ce que tu évoques, je m'interroge et je ne crois pas être la seule à m'interroger sur les leviers de viabilité. Qu'est-ce qui fait qu'un modèle comme ça est viable? Et qu'est-ce qui fait qu'un modèle comme ça peut se développer, notamment dans une économie encore largement driver l'idée par les géants qu'on a plus ou moins mentionnés avant. Donc, quels sont les leviers de succès? Et en fait, surtout 2 sous-questions quelque part. Premièrement, est-il nécessaire d'avoir une excellente connaissance de la consommation du retail et une expérience de plusieurs dizaines d'années pour y arriver? Et deuxièmement, est-il possible d'avoir des épiceries vrac seules, quelque part, indépendantes, qui se développent, ou est-ce qu'il faut absolument avoir toujours cette composante, à savoir le grossiste d'un côté, le côté franchisé, voilà. Alors, plusieurs choses. Pour la viabilité, on va revenir sur les conditions. Peut-être un tout petit point par rapport à ce que tu as dit. Aujourd'hui, les grandes enseignes savent qu'elles sont des colosses au pied d'argile. Elles en sont conscientes. L'une des grandes enseignes historiques est tombée cette année, le Casino. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ça fait quelques années qu'elle était tancée, mais c'est pas la seule à être tancée. C'est pas la première à tomber. Ça a toujours été comme ça. Et sachant que Casino, pour celles et ceux qui n'ont pas, mais Casino, c'est Monoprix, c'est Naturalia, etc. Les enseignes spécialisées du groupe Casino restent dans ce qui s'appelle encore Casino. Mais les enseignes généralistes, donc Casino, supermarché, hypermarché, donc supermarché Casino ou géant Casino, sont tombés et ont été repris par d'autres groupes. Échange d'enseignes. Mais tous les autres
ont des pieds vraiment d'argile, puisque quand on regarde évidemment, les masses de chiffre d'affaires générées sont absolument colossales. On parle de plusieurs, on va dire, ça va d'une petite dizaine de milliards à plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires par an sur l'ensemble de l'enseigne. Mais quand on regarde les résultats nets des entreprises, même évidemment, quand tu es un groupe qui fait 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quand tu fais 2,5% de résultats nets, tu as 2 milliards et demi. Mais enfin, 2,5%, c'est une variable d'ajustement dans un modèle économique. C'est pas grand-chose. Donc, il y a des pieds d'argile parce que de toute façon, nous sommes sur des territoires où la volumétrie de la consommation stagne, où la maturité du consommateur, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, évolue, et où donc de toute façon, ça va se disperser. Ça, c'est le premier point. Alors, est-ce qu'il y a une viabilité du modèle économique du vrac? Oui, sachant qu'aujourd'hui, on va encore plus sur la logique du réemploi, puisque après 10 ans d'expérience, on a pu matricer, nous, il y a à peu près 2 ans, et ça a conduit à pas mal d'évolutions aussi sur le marché, parce qu'on a la chance d'influencer un peu le marché en servant de modèle. On a défini un certain nombre de catégories de produits qui ne pourraient pas être mises en vrac, à la fois pour des raisons réglementaires ou pour des raisons techniques, et quelques-unes pour des raisons d'acceptabilité des consommateurs, on va y revenir. Et celles-ci, elles vont de plus en plus passer alors on va dire consignées pour être très court, mais prédosées à contenants réemployables et réemployés. Pour être plus technique. Donc, sur l'ensemble de ce sujet-là, oui, il y a une viabilité, mais la viabilité, les règles de la viabilité restent les mêmes que celles qu'il y a dans le commerce de biens depuis toujours. Les trois que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est limiter le taux d'effort de l'immobilier tout en étant au cœur des flux. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de bien définir un emplacement et de négocier âprement le budget, et évidemment, dans le taux d'effort immobilier, de faire très attention à l'investissement qu'on met dans les travaux et les aménagements. Très attention. Commencer par 9 mètres carrés. Et puis... et être très parcimonieux, pas vouloir faire de l'hyperluxe, faire du flexible parce qu'une gamme bouge tout le temps, donc un magasin, ça bouge tout le temps. Donc, il faut réfléchir à l'instant de l'investissement et dans la durée de l'exploitation. Évidemment, il y a la condition extrêmement importante du coût d'acheminement des marchandises. Ce qui fait que ça répond en partie à ton autre question tout à l'heure, qui est de dire, est-ce que des indépendants, ce qu'on qualifie dans les métiers des réseaux, ce qu'on appelle des indépendants isolés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fédérés par une enseigne. Parce que la fédération d'une enseigne, elle peut passer par plein de trucs, de la franchise, de la coopérative. On peut penser dans le bio notamment, ou aujourd'hui même en GSA, il y a une grande historiquement coopérative qui vient de mettre dans son nom le fait qu'elle est coopérative. Donc il y a plein de manières de se fédérer, mais les non fédérés s'appellent des indépendants isolés dans tous les métiers. Beaucoup, par exemple, dans l'optique. Tout à fait. Voilà, l'optique est à peu près la moitié du parc d'opticiens qui est pas fédéré, qui sont des indépendants isolés. Inévitablement, pour les cœurs de gamme, pour l'ultra quotidien, ils devront s'appuyer sur des grossistes, quels qu'ils soient. Parce que cette marchandise-là étant assez peu porteuse de valeur ajoutée, donc pour parler comme un technicien de nos métiers, il y a peu d'euros de marge par kilo de marchandises vendues. Il faut en réduire au maximum les stocks en présence, donc l'immobilisation financière pour payer le stock, le risque de perte et les coûts d'acheminement. Et ça, c'est forcément un acheminement mutualisé via un grossiste. Voilà. Nous, on a cette fonction pour nos réseaux, voire parfois pour d'autres, mais avec nous, sans nous, c'est comme ça qu'il faut le faire. Après, il y a toute une partie d'offres autour qui peut être agrégée avec une offre un peu plus profonde, avec une offre qui parfois peut être un peu plus locale, sous réserve que cette offre locale soit justifiée comme locale. Une noix de cajou locale, ça n'existe pas, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Même quand on te dit qu'elle est emballée localement, ça n'existe pas. C'est une blague. Donc, vaut mieux la prendre chez un grossiste qui va mutualiser les coûts. Surtout, sur ces produits-là qui sont achetés hors situation de grossiste, sont porteurs de valeur ajoutée, donc ont suffisamment d'euros de marge par kilo de marchandises vendues pour payer le stock, qui va être un peu plus élevé, parce que ça va être plus cher, donc ça va se vendre plus doucement. Donc, faut payer le stock et payer le temps de la personne qui en assure la gestion. La commande, c'est des coûts fixes de gestion. Quand tu vas faire tes courses, tu as un temps de déplacement pour aller jusqu'au magasin. Alors, imaginons pour des gens qui sont au supermarché, on va encore enrichir le temps. Faut le temps pour aller jusqu'au parking, le temps pour se garer, le temps pour prendre un caddie, le temps pour entrer dans le magasin. Après, le temps à l'intérieur va être variable selon ce que tu achètes, mais après, tu as le temps d'encaissement, que tu aies 3 articles ou 80, c'est à peu près le même temps d'encaissement. Le temps pour revenir à la voiture, vider le caddie, ranger le caddie, rentrer chez soi. Et ça, que tu achètes 3 articles ou un plein caddie,
c'est très exactement le même temps. Dans la gestion d'un point de vente, c'est la même chose. Que tu passes une commande pour 100 articles chez un grossiste ou pour 4 articles chez quelqu'un qui te fait du pâté, tu vas avoir exactement le même coût fixe de gestion. Okay. Donc plus tu les multiplies, plus il te faut des gens et tu auras la même chose au moment de la réception. Ouais. Donc c'est pour ça que la mutualisation d'un certain nombre de choses est importante. Et donc oui, il y a évidemment de la place pour des indépendants isolés, évidemment. Et tant mieux parce que ça multiplie les propositions et ça s'adapte territorialement et en termes de demande de population à des choses que ne peuvent pas faire des fédérés de la même manière avec le même niveau d'adaptation. Donc ça démultiplie les possibilités, mais il est nécessaire, si je peux leur donner un conseil, dans ce cas-là, de vraiment se trouver un grossiste référent pour le socle de l'offre, à peu près pour 50 à 60% de leur offre. Ouais, ok, passionnant. Et j'imagine que c'est tout ça que tu partages dans la Bulk Academy avec plein d'autres détails et propositions. Du coup, ma question en t'écoutant, je me dis, bon, le vrac, c'est bien. À la fois pour, donc tu l'évoquais, la planète, à la fois pour la société, à la fois pour l'économie. Donc, comme beaucoup, je me dis, ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'entreprises qui adoptent ces modèles-là? Évidemment, bon, pourquoi il n'y a pas plus de day by day? Ça, c'est pas tellement ma question. Ma question, c'est plutôt, pourquoi est-ce que ces fameux colosses au pied d'argile n'y vont pas? Pourquoi est-ce que s'ils y vont, enfin, les offres vrac se développent si peu? Donc, est-ce que tu as, un avis sur la question? D'abord, il y a eu un essor. Quand on démarre en 2013, les grandes enseignes viennent de démonter leur rayon vrac pour la deuxième fois en 10 ans. Et elles viennent de le démonter pour la deuxième fois parce que le vrac est quelque chose de complexe à gérer. J'y reviens dans 2 secondes. Nous, on a mis en place tout notre écosystème et commencé à en parler et on a vu que ça mordait à partir de fin 2016. On a en même temps fait un truc assez important qui a été en 2016 de monter avec quelques copains, dont des gens de Zero Waste France qui nous ont pas mal accompagnés là-dessus. Et puis Célia, qui aujourd'hui est toujours la directrice générale de Réseau Vrac et Réemploi et qui est extrêmement active. Ce serait ma fille spirituelle que ça serait pas mieux. Et on a très vite monté cette association pour qu'il y ait plein de gens qui le fassent et qui trouvent de la ressource et notamment de compétences. Moi, j'ai formé mes premiers confrères hors enseigne. Autant dire, je me suis fait engueuler par mes adhérents. Mais j'ai formé mes premiers confrères hors enseigne pour qu'ils y aillent s'ils voulaient pas d'enseigne, il fallait qu'ils y aillent quand même. Et on a monté ça. Donc ça a derrière tout ça accéléré. Donc le SAS, c'est Réseau Vrac et Réemploi. Donc le SAS, c'est Réseau Vrac et Réemploi. Et puis là, les pouvoirs publics se sont emparés du truc, les journalistes aussi, et avec finalement 2 types d'interlocuteurs. Un interlocuteur associatif qui fédérait un ensemble de professionnels de profils différents, et c'était très bien. Et de l'autre côté, un interlocuteur entreprise, un poil référente, même si très petite structure, mais qui pouvait parler le discours économique et le discours opérationnel. Donc ça a accéléré pas mal. Et puis il y a eu un coup d'arrêt pendant le Covid qui a freiné tout le monde. La grande distribution s'est engouffrée dans le même temps dans le truc. Il y a un marché. Leur boulot, évidemment, c'est de prendre un marché qui est en phase très ascendante, de l'essorer puis de le rejeter. C'est leur job, hein. C'est le modèle. Ils sont faits pour ça. Moi, ça me choque pas. J'ai toujours vécu ça. Donc je baigne dedans depuis toujours. Donc je comprends très bien et on sait jouer avec. Quand tu le connais, tu joues avec. Ouais. Et donc, ils s'y sont beaucoup mis. Puis le Covid, évidemment, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais a arrêté le système. Et on a vécu 2 années, finalement, de contraction du marché du vrac. Cette phase-là est derrière nous et il se redéploie. Donc, on va revoir un certain nombre d'entrepreneurs qui vont aller vers le vrac sous toutes les formes. Et pour discuter beaucoup avec toutes les grandes enseignes de distribution, j'étais encore ces 2 derniers jours avec différentes enseignes, ils vont y aller, ils vont le redéployer. Leur question, c'est comment ? Voilà, parce que c'est incompatible de leur modèle économique. J'explique pourquoi. Le vrac, on a le sentiment comme ça intuitif et rapide que c'est un truc dans lequel tu enlèves le packaging. Ouais, mais c'est oublier un peu vite que le packaging, c'est absolument utile. L'emballage, plus que le packaging. L'emballage, c'est non seulement indispensable, mais il y a de l'emballage depuis qu'on transporte des marchandises, c'est-à-dire depuis plusieurs milliers d'années. Pour ceux qui ont fait un peu qui ont un peu de culture archéologique, ils savent que la route qui sépare Lyon de l'Italie, les anciennes routes sont pavées de restes d'amphores qui transportaient du vin depuis l'Italie. Okay.
Donc on a toujours transporté des produits dans de l'emballage et on a toujours eu de l'emballage perdu en l'occurrence. Les amphores repartaient pas. Ouais. Et donc l'emballage, il a plein de fonctions. Il a des fonctions évidemment de dosage. Et le dosage dans la tête du client, c'est une praticité, c'est un gain de temps. Et le temps, c'est un des deux ressorts de la consommation, en tout cas des arbitrages de consommation. Il a des fonctions de conservation, il a des fonctions de rassurance, il a des fonctions de protection, il a des fonctions d'information réglementaire, il a des fonctions de storytelling, donc de création de valeur. Il faut pas négliger la création de valeur, c'est avec ça qu'on paye les gens. Quand tu l'enlèves, faut remplacer tout ça. Faut pas dire j'enlève, faut le remplacer. Or, pour le remplacer, t'as quoi comme solution? Ou de la technologie, de la technique, qu'elle soit low-tech ou technologique, et ou des bras, parce que quand la technique répond pas ou ne répond pas avec un modèle économique acceptable, faut des bras. Il se trouve que le modèle de la grande distribution, j'aime bien simplifier un peu, hein. Tu fais bien les caricatures avec des pinceaux, en fait. Ouais, mais j'aime bien. Mais le modèle économique de la grande distribution, c'est maximiser les flux marchandises devant un maximum de flux clients avec le moins de bras possible au milieu. Ouais. Et là, on vient de comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas avec le vrac. Ouais. Tout bêtement. Et aussi bête que ça. Ouais. Et est-ce que c'est aussi que, en t'écoutant, est-ce qu'on doit comprendre que le vrac n'est possible à condition qu'on ne fasse que du vrac? Non. Nous, on a d'ailleurs des expériences où on a mis des boutiques day by day à l'intérieur de 2 hypermarchés et où on apprend à le faire avec eux et pour eux, parce que ça doit se développer. D'abord, ils sont contraints par la loi. Donc non, il faut pas que du vrac. Le vrac, ça sera une partie de l'offre, parce qu'il y a des produits, je l'ai dit tout à l'heure, pour lesquels le vrac peut pas répondre et ne pourra pas répondre. Pour exemple, alors d'abord, il y a des interdictions réglementaires pour des raisons de protection des populations. Et enfin, on a eu le décret il y a pratiquement un an maintenant, qui nous a bien calé les choses sur le plan réglementaire, donc on sait travailler avec ce qui reste. Mais il y a des produits pour lesquels il n'y a pas d'interdiction réglementaire, mais les mettre en vrac supposerait une machinerie telle et une consommation d'énergie telle que à la fin, ton analyse du cycle de vie est pourrie en fait. Elle est plus pourrie en la mettant en vrac qu'en emballage jetable, malgré le problème de l'emballage jetable. Donc on voit bien que c'est du délire. L'exemple typique, c'est la compote. Mettre de la compote en vrac, c'est arriver à une situation contraire aux objectifs initiaux. Tu dégrades le résultat net environnemental. Faut pas le faire. C'est aussi bête que ça. Donc il n'y a pas de compote chez Day by Day. Si, mais en consigne. Ah oui, c'est ça. Et oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on n'a pas les alternatives. Donc, si tu veux, on ne peut pas avoir tout en vrac. Or, il n'est pas question d'enlever la compote de la surface du monde, et il n'est pas question d'expliquer à l'ensemble des papas et des mamans et puis les adultes et puis nous aussi, qu'ils vont faire la compote eux-mêmes tout le temps pour le reste de leur vie. Ça va pas se faire. C'est pas vrai, ça va pas se faire. Ça rentre pas dans la vie des gens. Oui, et puis je pense que ça rejoint aussi cette notion d'équilibre que tu avais commencé à évoquer tout à l'heure sur le passer à 100% ça, 100% ça. Enfin, c'est aussi accepter et bien le sûr, fait que bien y a sûr. des choses. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler l'ensemble. Alors, le vrac, la modalité vrac, elle a cette limite-là. Elle a une autre limite qui est parfois des circonstances de temps disponibles. Il y a des moments où tu n'as pas le temps de te servir toi-même. On peut prendre un exemple rapide. Acheter un paquet de pâtes, et c'est mesuré par des tas d'instituts qui font ça. Quand tu sais à peu près la marque que tu veux acheter, en moyenne, tu passes 6 secondes devant le rayon pour acheter tes pâtes. Si tu veux acheter des pâtes en vrac, même dans une boutique que tu connais, avec les pâtes dont tu as l'habitude et avec un volume que tu sais déjà vouloir acheter, tu mettras pas moins de 30 secondes. Multiplie ça dans ta vie quotidienne par tous les actes, il y a des moments où tu te dis « Ah non, là maintenant j'ai pas le temps ». Là maintenant j'ai pas le temps, donc tu cherches une alternative. Là, la consigne reprend le relais. Et puis, il y a des circonstances d'achat, la grande mobilité. Comment tu fais dans une station-service sur l'autoroute? Oui, tout à fait. Comment tu fais dans le train? T'as pas tes contenants, voilà. Comment tu fais? La livraison, le drive. Il n'y a pas de modèle économique. Le vrac étant de la quantité à la demande. Moi, si tu me demandes de te servir et de te préparer 123 grammes de lentilles corail, et c'est ça le vrac, 123 grammes de lentilles corail, quand j'ai fini de te servir, j'ai perdu 8 centimes. J'ai cramé 8 centimes. Donc, mon résultat, c'est moins 8 centimes. Et je t'ai pas encore livré. Donc, ou alors, je te fais payer la lentille corail 2 fois le prix. Ce qui n'a pas de sens. Donc, voilà, il y a des tas de moments, il y a des tas de façons pour lesquelles le vrac ne sera pas la réponse. Donc, il faut combiner les deux. Le vrac et le consigné.
Ouais. Voilà, sous le chapeau du réemploi. Donc réemploi par le consommateur, réemploi par le conditionneur industriel, transformateur. Mais il faut combiner les deux, absolument, pour des moments, des produits différents. Et là, pour le coup, on peut faire une projection où on se dit à un périmètre. Je te dis, parfois, je me promène dans le temps en sachant pas vraiment dire c'est 5, c'est 10, c'est 15. Mais là, un horizon qui est probablement un horizon à l'échelle mais je suis un vieil homme de ma propre vie encore. Le vrac sera probablement 15% de la consommation des PGC, des produits grande consommation, donc du placard. Et le prédosé consigné pour réemploi sera probablement la même chose. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui qui ne s'intéressent pas au sujet et qui n'initient pas aujourd'hui des réponses, en dehors même du fait que pour les emballages réemployés, elles ont un mur réglementaire à 2027 et pour le vrac à 2030, en imaginant que ces murs réglementaires, elles ne veulent pas les regarder, de toute façon, les entreprises qui ne trouvent pas ces modalités aujourd'hui dans les produits de grande consommation verront leur potentiel de marché, toutes choses égales par ailleurs, baisser d'un minimum de 30% à un horizon probablement de 10 à 15 ans. Ok. De toute façon. Ouais. Et là-dedans, tu as un peu commencé à l'évoquer, et après je viendrai avec 2 questions de conclusion, un peu plus de prise de recul. Sur tous ces changements-là, quelle influence tu penses que Day by Day et du coup Osmosia a eu? T'évoquais évidemment la création du réseau vrac et réemploi en 2016. Est-ce que, enfin voilà, quelle autre influence vous avez? Très paradoxalement, on est tout petit. Hein, on est, nous, à l'échelle de la distribution, et je le dis souvent avec à mes confrères grands distributeurs, quand on a développé un projet de shop-in-shop avec une grande enseigne du Nord à l'Oiseau Rouge, on a appelé le projet Mardi Matin, parce qu'à la première rencontre, je leur ai dit, OK, on peut peut-être faire un truc intéressant ensemble pour expérimenter, mais rappelez-vous que mon chiffre d'affaires annuel, c'est un mardi matin de l'année de votre chiffre d'affaires. Ok. Ok. Juste, voilà, se souvenir des dimensionnements. Et pour autant, je pense qu'on a démontré que le modèle était possible, qu'on a démontré, ouvert les chemins en disant ce qu'il fallait mettre en œuvre pour y arriver, identifier et partager les limites connues aujourd'hui et celles qu'on pourrait franchir et tracer déjà des pistes pour les franchir, influer évidemment sur le plan réglementaire. Je pense que c'est parce que nous avons montré que c'était possible qu'il y a pu y avoir, via le lobbying, notamment de l'association, une évolution réglementaire et des impositions réglementaires. C'est que le législateur s'est dit, mais puisque c'est possible, pourquoi je l'imposerai pas? Nous n'aurions pas démontré que c'était possible. Je suis pas sûr qu'il aurait été en capacité de l'imposer. Ça aurait été plus délicat. On a montré aussi à tout un tas de gens qui voulaient s'impliquer, d'entrepreneurs, qu'il fallait y aller. Donc je pense qu'on a valeur d'exemple parce que c'est rationnel dans la manière dont on le développe, le promeut, et parce qu'on le partage beaucoup. Donc, notre pouvoir, il est réduit à pas grand-chose, et je veux pas qu'il soit plus fort que ça. J'ai pas besoin d'avoir de pouvoir dans ma vie. En revanche, je pense que bizarrement, ou en tout cas, parce qu'on a rencontré le moment où c'était nécessaire, l'influence est assez grande. Ok, sachant qu'il faut beaucoup de mardi matin pour faire une année. Donc il faut beaucoup de mardi matin, et ce serait bien, c'est qu'il y ait plein de gens qui s'accaparent les autres mardis, les jeudis, plein, il y en a plein. Peut-être pour terminer, je vais te proposer d'abord de faire un petit saut dans le passé, et puis ensuite un petit saut dans le futur. Pour commencer, imaginons que tu te croisais au début de cette aventure. Et j'ai presque envie de dire, pas uniquement au début de l'aventure Osmosia, Vrac, Day by Day, mais peut-être même au début de ton aventure dans le commerce, le retail et tout ça. Quel conseil tu te donnerais? Voilà. Non, peut-être 3 conseils. Travaille encore plus. J'ai toujours beaucoup travaillé, j'aime ça, donc c'est pas compliqué quand t'aimes ça. Quand t'aimes ce que tu fais, que t'es passionné, c'est pas tant du travail que ça, mais toujours consacrer énormément de temps à ces activités. Et le premier, ce serait travailler encore plus parce que tu vas aimer encore plus ça. Le deuxième, apprends plus vite. Apprends plus vite. Apprends plus vite parce que en apprenant plus, en travaillant plus, tu iras plus vite à proposer des solutions. Et les écueils te seront moins douloureux. Et il y a des écueils, il y en aura d'autres, et c'est normal. Et c'est pas grave. Mais ils seront moins douloureux. Et le troisième, partage plus.
et partage plus tôt. Parce que, inévitablement, plus on partage, plus des morceaux de solutions arrivent par les autres, plus on peut les mettre en œuvre vite, et plus on peut résoudre vite. C'est probablement les 3 conseils que je me donnerais. Je prends, c'est des bons conseils que je vais prendre pour moi aujourd'hui. Et maintenant, si tu te projetais dans le futur, je sais pas, disons une quinzaine d'années, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes, que ce soit tes petits-enfants ou voilà, des jeunes que tu rencontres? Qu'est-ce que tu leur raconterais de cette aventure? Qui que tu sois, moi je te l'ai dit, je viens d'un milieu très populaire. J'ai fait des études sans rapport apparent avec ma vie professionnelle. Qui que tu sois, tu peux changer un morceau des choses. Ne t'attends pas à changer tout le monde dans le monde, ne t'attends pas à le faire vite, n'espère pas le faire, parce que d'abord, il n'y a pas de raison de le faire. Il y a des tas d'endroits, des tas de moments et des tas de gens qui ont des circonstances qui ne sont pas les tiennes, qui ne sont pas celles que tu appréhendes, et pour lesquelles tes propositions de changement n'ont aucun sens, sont même absurdes, et les mettraient en plus de difficultés que de solutions. Donc déjà, ouais. Mais qui que tu sois, t'as été, ouais, si c'est dans 15 ans, t'as été des gamins, dans 15 ans, dans 20 ans, t'es en âge de commencer à comprendre, tu te poses des questions, t'as 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans. En fait, tu as dans ta main la possibilité, en travaillant avec les autres, en faisant avec les autres, en emmenant les autres, de changer ce que tu peux appréhender. Et tu as la possibilité de le changer en mieux, et en fait, ça marche. Voilà. Et oui, c'est pas idéal. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des gens qui penseront pas comme toi. Oui, il y a des gens qui voudront même casser ce que tu fais. So what? Et ce sera aussi le cas si tu fais mal, si tu fais des choses qui sont pas positives. De toute façon. Manière, donc tu peux faire, fais et ne t'interdis pas de faire. Ok. Merci beaucoup. C'était passionnant, à la fois pratique, technique, en étant accessible. Par ailleurs, moi, ce côté histoire, élément temporel sur l'évolution de la consommation, je trouve ça vraiment passionnant. Donc, merci pour ça, merci de nous avoir partagé ça. Avec grand plaisir. Et je te souhaite évidemment une excellente continuation, longue vie à Osmosia, donc devenue maintenant société à mission. Absolument. Et puis à très bientôt, Didier. À bientôt.